Voilà. Donc, pour commencer, je voulais juste remercier le Conseil de développement local, M. Egazier, qui est avec nous aujourd'hui, et puis M. Rousseau de l'Université populaire, je ne sais pas s'il est encore arrivé, parce qu'ils nous ont aidés, avec Arlisère, les collègues d'Arlisère, ils nous ont aidés à co-construire ces temps de partage. On les remercie pour ça. Puis moi, de mon côté, je voulais quand même remercier mes collègues, parce que sans eux, on n'aurait pas fait grand-chose. Donc, merci à mes collègues. Donc, nous sommes ici pour partager et échanger. On vous propose, pour que ce soit un peu plus facile, de poser vos questions dans le chat. On s'efforcera d'y répondre. Alors, on ne prendra peut-être pas toutes les questions à l'oral, mais sachez que comme on l'a fait sur le webinaire de la qualité de l'air, on vous fera un retour sur notre page Internet avec la réponse à toutes les questions qui auraient été posées sur ce temps de midi. Alors, il faut savoir aussi que toutes les questions sont bonnes, donc vraiment, exprimez-vous, c'est le but, les échanges. Donc, faites-le, n'ayez pas peur, on est là pour vous écouter. Et j'ai toujours un souci avec mon partage d'écran qui ne veut pas dérouler. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre du plan climat air énergie territorial, puisque depuis le 31 janvier, l'intégralité des documents du plan climat sont en ligne sur notre site internet, le site de l'Aglo. Donc vous pouvez les consulter. Il y a même un formulaire à votre disposition pour poser des contributions, pour poser vos questions. Enfin, n'hésitez pas aussi, on est là pour échanger et pour récupérer toutes les bonnes idées, toutes les bonnes infos, même les remarques, il n'y a pas de souci. Donc le plan climat air énergie territorial, c'est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le changement climatique, donc amélioration de la qualité de l'air, diminution des gaz à effet de serre, la maîtrise et la consommation d'énergie, le développement des énergies renouvelables. Et puis, il a un autre enjeu qui est celui de s'adapter au changement climatique. Donc, c'est dans ce thème-là qu'on va retrouver tout ce qui apporte à la biodiversité, la séquestration de carbone, la ressource en eau. Il touche tous les secteurs d'activité du territoire, donc que ce soit le résidentiel, le tertiaire, l'industrie, les transports et l'agriculture. Ce qu'on voulait aussi vous faire passer comme message, c'est que le plan climat et plus globalement, toutes ces questions-là, c'est l'affaire de tous. Donc effectivement, ce sera les communes, les citoyens, les acteurs économiques, l'agglo, mais nous seuls, on ne pourra pas faire grand-chose. Et on a besoin de votre mobilisation, de votre énergie pour aussi avancer dans le bon sens. Donc ensuite, décidément, on ne va pas y arriver aujourd'hui, ça ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas passer. Ah non, purée, c'est pas possible. Ah, la technique, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Sinon, fais-le à l'oral, tant pis, sans PowerPoint, Julie. Bonjour, c'est Christine. Ton document, c'est un PowerPoint ou un PDF? Non, c'est un PowerPoint, mais c'est bon, je vais le faire comme ça. Voilà. C'était juste pour vous présenter quelques repères sur le plan climat. Donc, effectivement, le plan climat, il s'est construit en plusieurs étapes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on vous présente des documents. Il y a eu une grosse phase de concertation. Donc, c'est parti d'un diagnostic à un état des lieux air, énergie, climat, vulnérabilité. Donc, qui a démarré en avril 2019, une mobilisation aussi de comités techniques et de comités de pilotage avec les acteurs, les élus, pour définir la stratégie et les objectifs de ce plan climat. Ensuite, il y a eu une grosse phase de concertation et de co-construction. Donc, certains d'entre vous ont peut-être répondu au questionnaire qu'on avait fait en ligne. Il y a eu aussi des ateliers en novembre qui ont réuni un grand nombre de personnes et puis une évaluation stratégique et environnementale. Ensuite, on a co-construit un plan d'action avec les services d'Arlisère et puis suite aux ateliers qui avaient lieu en novembre. Et puis, les commissions opérationnelles d'Arlisère ont validé les fiches actions qu'elles portaient. Il y a eu aussi une consultation qui est obligatoire pour avis du préfet de région et de l'autorité environnementale. Et aujourd'hui, on en est là, la mise à disposition de l'ensemble des documents au public. Donc, suite à cette mise à disposition, les élus seront invités en mars à valider le document. Et ensuite, on aura 6 ans pour mettre en œuvre toutes les actions, une évaluation au bout de 3 ans et un bilan au bout de 6 ans. En parallèle, se mènent d'autres projets, donc notamment le projet alimentaire territorial. Je vais laisser Dorothée en dire 2 mots.
Oui, alors du coup, le projet alimentaire territorial, c'est un projet qui vise à la relocalisation de l'agriculture et de l'alimentation sur le territoire tout au long de la chaîne du système alimentaire, donc du producteur au consommateur en passant par le distributeur et les transformateurs. Du coup, on a 3 ans au niveau de l'agglo pour travailler avec tous les acteurs du territoire à affiner un projet justement lié à l'alimentation. Donc, ça va toucher autant des questions liées à l'installation-transmission que la gestion du foncier, l'approvisionnement des cuisines centrales. Le sujet est vaste. Donc, il vient en complément, ce projet alimentaire territorial, de ce qui est mené dans le cadre du PCAET. Voilà, c'est tout. Et donc, pour compléter, donc, dans ce plan climat, on a des grands objectifs. Donc, réduire les consommations énergétiques de 18% à l'horizon 2030, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de la multiplier par 3 à l'horizon 2030, de diminuer les gaz à effet de serre, donc moins 30%, toujours pour 2030, et de réduire les émissions de polluants atmosphériques de moins 20%. À ça, voilà, il y a tout le volet adaptation au changement climatique, donc avec notamment un axe sur la séquestration de carbone, la biodiversité, la ressource en eau et d'autres. Je n'ai pas été très exhaustive, mais vous en retrouverez d'autres. Donc, pour ce faire, en fait, on a monté un plan d'action avec 51 fiches actions. Donc, je voulais juste vous parler des 4 axes. Arlysère, donc, et ses 39 communes exemplaires, maîtriser les consommations d'énergie du territoire et leurs impacts, développer la production d'énergie renouvelable et un territoire de vallée et de montagne qui s'adapte au changement climatique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce plan d'action, vous le retrouvez. Chaque fiche action sur notre site internet en consultation. Donc, je vous laisserai en prendre connaissance et la tête reposée. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Dorothée et puis à notre intervenant. Je ne vais pas dire grand-chose. Moi, je vais surtout laisser la parole à Antoine Couturier, qui est consultant chez Solagro et qui va nous proposer un petit quiz en 9 questions autour de l'alimentation et de l'agriculture. Et ces 9 questions, elles tournent autour de 3 grandes thématiques: le climat, l'alimentation, l'économie. Alors, ce n'est pas exhaustif. Je veux dire, ce sujet est vraiment très vaste. On en a choisi 9 au vu du temps imparti qu'on avait. Et du coup, place à Antoine. Merci Dorothée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc sans transition, on attaque le quiz. On a choisi un format sobre où on ne vous emmenez pas dans des applications web, etc. de quiz interactifs. Donc si vous voulez jouer le jeu, vous prenez une feuille de papier et un stylo et vous notez vos réponses avant qu'on ne vous présente la réponse. Et comme ça, à la fin du quiz, vous verrez où vous en êtes sur votre niveau de connaissance sur ces enjeux. Alors, on commence par une première partie sur le climat. Dans le cadre d'un plan climat, c'est assez cohérent. Et la première question, donc, que représentent les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole en France? Selon vous, est-ce que ce serait 6%, 16% ou 26% du total des émissions de gaz à effet de serre? Je vous laisse un court instant. Et je vous présente la réponse. Donc, la bonne réponse, c'est 16%. C'est assez constant en France. Et donc, si on regarde ici, vous voyez que dans la répartition des émissions de gaz à effet de serre en France, donc selon les chiffres du ministère en 2017, l'agriculture représente 16,4% du total des émissions de gaz à effet de serre. Et par rapport aux enjeux d'un territoire, vous voyez ici la place forte du transport, ensuite le résidentiel et le tertiaire. Voilà, pour aller à l'essentiel. Sur votre territoire, on est à 9%. Donc, par rapport à ça, vous retrouvez tous les éléments dans le diagnostic du plan climat. Et pour mémoire, donc sur votre territoire, le total des émissions de gaz à effet de serre qui sont exprimées en kilotonnes équivalent CO2, donc des kilotonnes équivalent dioxyde de carbone, c'est autour de 416 kilotonnes. Et les émissions agricoles représentent 38 kilotonnes. Donc, ça fait 9% du total. Donc, vous êtes un territoire où le poids de l'agriculture est plus faible. Et par contre, ces émissions agricoles, ce qui est intéressant de regarder, c'est comment elles se répartissent. Donc, elles sont issues. À 69%, elles sont liées au cheptel. Donc, à la fois, on l'a évoqué dans le chat, le méthane lié à la fermentation entérique des ruminants, mais aussi à la gestion des effluents d'élevage. 22% des émissions de l'agriculture sont liées aux cultures. Donc pour l'essentiel avec le protoxyde d'azote. Et ensuite, on a les consommations énergétiques en agriculture et les consommations énergétiques des engins qui forment 10%. Alors,
ça, ce sont les émissions. Sur les enjeux alimentaires, il faut toujours faire la part des choses entre ce qui relève des émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte carbone. C'est deux notions qui sont différentes et qui sont pertinentes selon la question qu'on se pose. Les émissions, c'est pertinent dans le cadre d'un plan climat, c'est je prends mon territoire et quelles sont les émissions de gaz à effet de serre dans les limites de mon territoire. L'empreinte, c'est une notion plus subtile qui prend en compte d'une part les émissions de gaz à effet de serre du territoire, auxquelles on va ajouter le contenu carbone ou le contenu de gaz à effet de serre de l'ensemble des biens et services qui sont importés sur le territoire. Et donc, s'agissant de l'alimentation, il y a évidemment une part de votre alimentation qui est issue du territoire, mais une bonne part de votre alimentation qui est importée sur votre territoire. Donc, l'empreinte carbone de votre alimentation, elle n'est pas égale aux émissions de gaz à effet de serre de votre territoire, elle est supérieure. Pour mémoire, en France, on estime que l'empreinte carbone de l'alimentation, elle est autour de 25% de l'empreinte carbone des Français. Donc là, je vous présente un graphique qui est assez pédagogique, qui a été réalisé par Carbone 4, en lien avec un outil qui s'appelle MyCO2, que je vous invite à aller consulter si ça vous intéresse pour faire votre empreinte carbone personnelle. Donc vous voyez que l'empreinte carbone moyenne d'un Français, elle est à 10 tonnes d'équivalent CO2 par Français. Et dans ce total, l'empreinte carbone de notre alimentation, ça représente un quart. Après, vous avez l'empreinte carbone de nos déplacements, le logement, ce qu'on consomme, nos biens de consommation, et puis un certain nombre de biens et services dont on a besoin pour vivre. On ne rentre pas dans les détails. La deuxième question, le dioxyde de carbone, CO2, est le principal gaz à effet de serre en agriculture. Selon vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, c'était une question piège. La réponse, c'est que c'est faux. Le dioxyde de carbone, c'est bien le principal gaz à effet de serre qui est directement connecté à la consommation corrélé à la consommation des énergies fossiles. Donc, on le retrouve de manière prépondérante dans le transport, dans l'industrie, dans le chauffage, du résidentiel ou du tertiaire. Mais en agriculture, donc là, je vous présente une infographie du ministère de l'Agriculture. En agriculture, en France, le principal gaz à effet de serre, c'est le méthane, pour 45% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, qui est lié très majoritairement à la fermentation entérique des ruminants. Donc, pour le dire clairement, malgré l'heure du repas, c'est les paies et les rots des vaches, et aussi, dans une moindre mesure, à la gestion du stockage des effluents d'élevage. Le deuxième gaz à effet de serre majoritaire de l'agriculture en France, c'est le protoxyde d'azote, qui est beaucoup moins connu, N2O. Et le protoxyde d'azote, il est lié à l'utilisation de l'azote. Donc, à chaque fois qu'on va apporter sur une parcelle ou sur des prairies, soit des engrais azotés de synthèse, soit des effluents d'élevage, donc du lisier, du fumier, etc., il y a une partie de cet azote-là qui va se volatiliser dans l'atmosphère et sous cette forme de protoxyde d'azote. Et enfin, en agriculture, donc c'est une spécificité du secteur agricole, le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre minoritaire et il est lié directement aux usages énergétiques, donc aux consommations énergétiques. Évidemment, on pense aux tracteurs, aux machines agricoles, mais aussi aux usages du froid. Vous êtes sur un territoire de production laitière. Quand le lait quand on a trait les vaches le matin, le lait il est stocké à la ferme dans un tank à lait. C'est un usage de froid et il faut. Donc là, c'est de l'énergie. Et puis parfois, on a des bâtiments qui sont chauffés également. Donc, ça fait des consommations d'énergie en agriculture. Donc, ça, c'est une spécificité qui est intéressante à avoir en tête. Troisième question, et là, on aborde l'enjeu de la séquestration carbone. D'après vous, combien faut-il de temps pour qu'une prairie permanente, donc c'est par exemple une prairie d'alpage sur votre territoire, atteigne un nouvel équilibre en teneur carbone dans les 30 premiers centimètres du sol, c'est là où on le mesure. En gros, si vous recréez une prairie permanente après une parcelle de culture, est-ce qu'il faut 10 ans pour atteindre le stock maximum de carbone? Est-ce qu'il faut 50 ans ou est-ce qu'il faut 100 ans? Alors, la bonne réponse, c'est 100 ans. C'est donc extrêmement long. Et donc, ça nous apprend deux choses. Ça nous apprend que les prairies permanentes stockent du carbone et qu'à ce titre, il faut les défendre, il faut les préserver. Et deuxièmement, qu'on est sur des processus de stockage qui sont très longs. Deux illustrations de ça. Donc, la question de où sont les stocks, c'est-à-dire dans les différents types de sols, quels sont les sols qui stockent le plus? On a le plus grand stock. Donc, vous voyez ici les prairies qui sont à l'équivalent des forêts, des différents types de forêts. Et ensuite, on a des stocks de carbone, mais moindres sur les terres arables, donc toutes les terres cultivées, les terres sur lesquelles on va produire par exemple des céréales. Et ensuite, on a les vignes et les vergers. Donc, les prairies temporaires, c'est quelque chose, une notion très agricole, mais on fait le distinguo entre les prairies permanentes, c'est-à-dire une prairie qui reste une prairie
ad vitam, ou en tout cas sur un temps très long, et des prairies temporaires où l'agriculteur va ensemencer une prairie pour nourrir ses animaux, mais au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va retourner cette prairie pour passer sur une culture de céréales, par exemple. Les prairies temporaires, elles rentrent dans cette catégorie des terres arables. Donc ça, c'est où est le stock. Et ensuite, ce qui nous intéresse, notamment dans le cadre d'un plan climat où on cherche à améliorer la séquestration carbone, c'est de regarder comment évoluent les stocks de carbone. Et donc ici, vous avez un T0 et vous avez différentes hypothèses. Les courbes vertes, c'est si vous partez d'une culture et que vous implantez une forêt ou que vous implantez une prairie, eh ben, sur un pas de temps d'une centaine d'années, vous voyez qu'il y a une augmentation du stock de carbone. Pendant 100 ans, on va stocker du carbone. Et après, on arrive à un maximum où là, il n'y a, plus beaucoup de stockage du carbone. Le stock a atteint son niveau maximum et la prairie ou la forêt ne permet pas d'augmenter ce niveau de stock. On est arrivé au stock maximal que peut contenir ce sol. Et à l'inverse, si vous partez d'une forêt ou d'une prairie et que vous la supprimez pour créer des cultures, vous voyez ici qu'il y a un déstockage, donc il y a des émissions de carbone. Donc ça, c'est intéressant par rapport à votre plan climat et pour les travaux qui vont suivre sur le projet alimentaire de territoire, c'est de savoir ce qu'on cherche à préserver et ce qu'on cherche à éviter dans les affectations du sol sur votre territoire. Alors là, je reprends des éléments qui sont liés à au diagnostic du plan climat. Donc, pour vous, si vous découvrez ça, vous aurez le temps de les relire dans tous les documents qui sont mis en ligne. C'est la répartition des stocks en fonction du type d'occupation du sol sur votre communauté d'agglomération. Et donc ici, j'ai entouré les stocks qui sont liés aux prairies, des zones herbacées, des zones arbustives. Et donc, vous voyez que c'est des stocks qui sont conséquents. Et enfin, encore un petit zoom sur les éléments de votre PCAET. Donc là, on est plus sur la vision, les ambitions, les projets du plan climat. C'est évidemment de préserver ce potentiel de séquestration. 34%, enfin, on estime que 34% des émissions de dioxyde de carbone, enfin, des émissions carbone sur Arlysère, elles pourraient être absorbées et compensées par les sols et la forêt. Et donc, ça veut dire que cette séquestration, elle est importante à préserver et à voire à encourager et à développer par les bonnes pratiques. Donc tout ça, c'est un petit tour d'horizon très rapide sur des questions autour des enjeux climatiques. Vous retrouvez tous ces éléments-là dans le diagnostic et dans la stratégie et les fiches actions du plan climat. Peut-être on va s'arrêter là et prendre 2-3 questions. Antoine, il y a une question qui nous est donnée par M. Escande qui nous demande comment est calculé le fait que manger de la viande est la deuxième raison de l'empreinte carbone. On va calculer les différentes étapes d'émissions de gaz à effet de serre dans le processus de l'élevage. Et ça nous donne l'empreinte carbone de la viande in fine. Voilà, donc des animaux, il y a une fermentation entérique chez les ruminants, donc ils produisent du méthane, mais en plus de ça, ils ont besoin d'être nourris, et donc toute la nourriture, il va falloir la produire, donc ça veut dire la semer, la collecter, éventuellement la transformer, la transporter. Donc là, il y a des émissions de gaz à effet de serre, il y a de la consommation d'énergie. Donc c'est ça qui fait que les protéines animales, en général, ont un poids carbone assez important. Xavier Tornier nous demandait qu'est-ce que la pelouse. Est-ce que Xavier, ça serait possible de préciser ce que la pelouse? Non, mais dans le schéma sur le stockage de CO2, le plus important, c'est la pelouse. Là. Zone humide et pelouse. Et je ne vois pas la différence entre pelouse, prairie permanente. Je ne suis pas sûr de la réponse. Je me demande si pelouse, ce n'est pas précisément pelouse d'altitude, notamment oui, tout à l'heure, vous avez parlé des alpages. Ouais, voilà. En prairie permanente, voilà, j'avais la confusion. Ouais, je sais pas. Je peux vérifier ça et redonner les éléments à Julie et Dorothée pour la suite de cette réunion. Merci. Bonne question. Encore peut-être une question d'Éric Rousseau de l'Université populaire. Quelle articulation entre notre désir de nous nourrir, nous approvisionner pour voter avec notre porte-monnaie, en parenthèse, pour une production alimentaire qui respecte mieux l'environnement? Qu'attendons-nous des acteurs de la filière et des politiques sur cette question, je pense? Alors, est-ce que c'est une question qui m'est adressée? Et si oui, j'ai combien de temps pour répondre?
Quelle articulation entre notre désir de nous nourrir, nous approvisionner, voter avec notre partenaire pour alimentaire, l'environnement? C'est une très bonne question et je pense que c'est précisément l'objet poursuivi par un territoire qui élabore un projet alimentaire de territoire. C'est de se dire l'alimentation, ça intègre une diversité d'acteurs, les producteurs de l'alimentation, les transformateurs, les distributeurs, et puis il y a les consommateurs. Donc il y a des points de vue qui peuvent être divergents. Il y a des impacts de la production alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne produit pas d'alimentation sans avoir d'impact sur l'environnement en termes de consommation d'énergie, de consommation d'eau, d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a évidemment la question des pesticides qui entrent en jeu aussi, ou de bien-être animal avec les attentes de la société qui sont apparues dans les éléments que vous avez cités dans le chat quand on vous a demandé 2 mots sur l'alimentation. Donc tout ça, c'est tout un ensemble de paramètres. Et donc, à l'échelle d'un territoire, définir un projet alimentaire de territoire, c'est précisément répondre à cette question. Sur notre territoire, qu'est-ce qu'on souhaite encourager, qu'est-ce qu'on souhaite défendre, qu'est-ce qu'on souhaite au contraire limiter ou optimiser ou améliorer par rapport à ce qui existe dans cette chaîne complexe entre les besoins des consommateurs, les besoins de la société, les besoins de préserver notre environnement pour les générations futures et aussi les besoins de maintenir une économie agricole viable parce que l'alimentation, c'est aussi de l'économie des fermes aux distributeurs en passant par les différents transformateurs. Merci Antoine. On te laisse poursuivre sur les prochaines questions sur l'alimentation, peut-être. Très Et on bien. reprendra des questions par la suite. Oui, merci. Alors, sur l'alimentation, on revient sur la question qui était posée. Que représentent les protéines animales dans l'empreinte carbone de notre alimentation? Selon vous, est-ce que l'ensemble des protéines animales, donc le lait, la viande, les œufs, fromage inclus, est-ce que c'est 25%, 50% ou 75% de notre empreinte carbone? Vous avez vu la réponse affichée déjà, mais je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder dans le détail. Alors, c'est 75%. Donc là, on refait un petit zoom sur le schéma qui avait été présenté préalablement sur l'empreinte carbone des Français, en zoomant sur l'alimentation. Et donc, vous voyez que sur les 2350 kg d'équivalent CO2 par personne, on a ici la viande, ensuite les boissons, le lait et les œufs, les fruits et les légumes, poissons et autres. Donc, dans autres, vous allez retrouver les céréales, les cafés stimulants, etc. etc. Donc, si on réunit tout ça, on a donc les protéines animales qui représentent 60% de l'empreinte carbone de notre assiette, boissons incluses. Et si on enlève les boissons, c'est le schéma qui est dessous, les protéines animales représentent 75% de l'empreinte carbone de notre alimentation. Donc viande, lait, œufs, poissons, fruits, légumes et autres. Donc voilà, ça c'est un fait, c'est une donnée. Là-dedans, il n'y a pas de jugement. C'est juste quand on regarde comment est produite notre alimentation et les différents impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre de notre alimentation, on a ce résultat-là. Ça ne dit pas, ça ne dit rien de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut en faire, mais c'est une donnée du problème. Ensuite, question suivante sur un enjeu d'équilibre alimentaire. Est-ce que selon vous, l'équilibre alimentaire se construit à chaque repas? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors la réponse, c'est que c'est faux. L'équilibre alimentaire se construit sur des pas de temps beaucoup plus longs. Alors, il y a différentes sources, mais en France, on a le Programme national nutrition santé, le PNNS, qui est la feuille de route nutrition santé de l'État et qui peut servir d'appui aux élus locaux ou aux acteurs associatifs ou du territoire sur ces enjeux nutrition santé. Donc, le programme nutrition santé nous dit que l'équilibre alimentaire se construit sur une semaine, beaucoup plus que sur un repas ou sur une seule journée. Et pour mémoire, les recommandations nutrition santé en France, c'est de manger de tout, mais en quantité adaptée, privilégier les aliments qui vont être bénéfiques à notre santé, les fruits, les légumes, les féculents, le poisson, etc., et limiter la consommation des produits sucrés, évidemment, des produits salés, gâteaux, apéritifs, chips, et des produits gras. Donc, gras, salé, sucré, hein, c'est un peu le triptyque de nos excès français. Et à cela s'ajoute à ne pas oublier, ça fait partie du régime alimentaire, une activité physique quotidienne, 30 minutes par jour. Donc, vous voyez enfin, je ne sais pas, je parle pour moi, mais on en est loin. Une manière de représenter ça, et vous le retrouvez sur le site de Santé publique France, c'est
gardez en tête que sur l'équilibre alimentaire, il y a des choses sur lesquelles il faut tendre, des choses qu'on fait déjà mais qu'il faut augmenter, et des choses qu'il faut réduire. Et voilà, pour le dire de manière synthétique à l'extrême, on mange en France trop gras, trop salé, trop sucré, on consomme trop de protéines animales, on consomme trop de produits transformés, voire ultra transformés, et on aurait besoin de manger plus de fruits, plus de légumes, plus de fibres, plus de légumineuses. Et pour la première fois dans le dernier programme national nutrition santé, on fait aussi référence au fait de consommer des aliments qui soient exempts de résidus de pesticides, donc de privilégier aussi des produits issus de l'agriculture biologique. Et enfin, je vous présente un dernier petit zoom sur, je vous propose un dernier petit zoom pardon, sur la question des protéines. On a besoin de protéines pour être en bonne santé, et les protéines, elles sont tout à fait équivalentes, qu'elles soient issues du monde animal ou du monde végétal. Donc ici, ce graphe représente la disponibilité alimentaire en protéines animales et végétales. Donc ça, c'est des données de la FAO. Petite parenthèse, la disponibilité alimentaire, ce n'est pas la quantité de protéines ingérées. C'est une manière statistique qu'utilise la FAO, qui est assez pertinente pour savoir de quelle quantité de protéines on dispose dans un pays donné. Et donc, vous voyez que la situation elle est assez variable, avec en rouge les protéines animales et en vert les protéines végétales. Et nous, en France, on est ici avec un niveau de protéines disponibles qui est à 110 grammes par jour et par habitant. Donc ça, c'est les protéines disponibles. D'après les enquêtes de l'ANSES, les études 1K, en France, un adulte ingère en moyenne 83 grammes par jour de protéines. On ne sait pas si elles sont animales ou végétales, c'est 2 protéines. Et les recommandations nutrition santé, donc là c'est celles de l'OMS, mais qui sont cohérentes avec le programme national nutrition santé, c'est un total de protéines ingérées de 50 grammes par jour. Donc ça nous dit qu'en France, on est en surconsommation sur les protéines. Et la deuxième chose que nous apprend ce graphique, c'est qu'en France, dans la consommation de protéines, on a 2 tiers de protéines animales pour 1 tiers de protéines végétales. Alors, un petit détour avec 3 petites images qui sont assez rigolotes. C'est un photographe qui s'appelle Peter Menzel, qui a réalisé, c'était en 2008, un petit travail de photographie où il fait des portraits de familles dans différents pays du monde avec l'équivalent de leur consommation alimentaire d'une semaine. Donc ça, c'est l'Allemagne. On est sur trop manger, là, donc avec un certain nombre d'excès. Vous le voyez, par exemple, sur les boissons sucrées, ici. Vous voyez beaucoup de produits transformés et peu de produits bruts, finalement, en volume. Une consommation de viande et de charcuterie qui est un petit peu conséquente. Donc ça, c'est une illustration du trop. En France, on serait très légèrement en deçà, mais on est un peu sur le même profil quand même à l'échelle monde. Les consommations France-Allemagne, c'est un peu la même chose. Trop peu, c'est un exemple extrême. Là, c'est une famille bhoutanaise et vous voyez qu'avec 5 $ par semaine, on nourrit toute cette famille. Et là, pour le coup, il y a probablement quelques carences. Voilà. Et enfin, mais ce n'est pas un secret que je perce, mais il y a un certain nombre de régimes alimentaires qui sont préconisés. Donc, on parle du régime Okinawa au Japon, des régimes méditerranéens. Donc là, c'est un exemple de régime méditerranéen, c'est la Sicile. Donc, vous voyez, il y a plus de produits bruts, il y a moins de produits transformés, mais il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait parfaites. Par exemple, des bouteilles de Coca-Cola ou de Pepsi, pour ne pas citer de marque. Le pot de Nutella qui a été caché mais qui est quand même un peu visible, des céréales beaucoup trop sucrées pour les enfants. Mais là, vous voyez qu'on a une répartition de fruits et légumes qui est plus importante et puis des céréales complètes en plus grande proportion. C'est le régime avec évidemment encore de la viande et du poisson, des œufs, mais c'est le régime méditerranéen. Et voilà pour la partie alimentaire. Avant la partie économie, et si on en a le temps, Dorothée, est-ce qu'on prend quelques questions ? Oui, tout à fait. On avait une question de Christiane Tartara qui nous demandait pourquoi les boissons avaient une empreinte carbone aussi lourde. Pourquoi? Alors ça, c'est une bonne question. Alors l'empreinte carbone de l'eau, je ne la connais pas. Si on imagine l'eau en bouteille, vous avez évidemment du transport, etc., des processus de fabrication. L'eau du robinet, il y a un petit peu d'énergie aussi dans les stations de traitement, de pompage, mais à part ça, je ne sais pas. Et dans les boissons sont inclus le vin, les jus de fruits, le thé, le café, etc., etc. Et donc, à nouveau, on est sur des productions qui demandent de l'énergie, qui émettent des gaz à effet de serre, du transport, du stockage au froid.
Donc, je pense que c'est là que réside l'empreinte carbone de ces boissons. Ouais. Après, on avait aussi une question de l'Université populaire qui demandait comment responsabiliser le consommateur sans le culpabiliser, parce que c'est contre-productif effectivement de culpabiliser le consommateur. Donc, des premiers éléments de réponse qui avaient été donnés par certains participants des cours de cuisine, mais peut-être si tu as d'autres actions, toi, que tu veux énoncer. Ouais, alors Responsabiliser les consommateurs. c'est une très bonne question parce que l'alimentation, c'est un sujet très complexe et c'est aussi un sujet qui est très personnel, qui est très culturel. Donc, on peut vite arriver sur des sujets très clivants. Par exemple, la question de la viande. En France, c'est un sujet qui est très délicat. Et puis, c'est aussi une question sociale, c'est-à-dire qu'on ne dispose pas tous des mêmes moyens pour se nourrir. Et en France, on l'a pas mis là dans les questions du quiz parce qu'il fallait sélectionner, mais il y a aussi l'enjeu de l'accessibilité de tous à une alimentation de qualité qui se pose. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en France, le recours à l'aide alimentaire via la banque alimentaire, les restos du cœur, etc., est en augmentation. Il y a des chiffres d'un dernier rapport du Sénat là-dessus. Donc, c'est un vrai sujet. Et donc, par rapport à la question qui était posée avant sur comment est-ce qu'on fait le lien entre les enjeux du territoire et puis mieux consommer, on va très vite flécher inciter les gens à consommer local, à acheter des produits de qualité, etc. etc. C'est ce qui implique un certain pouvoir d'achat. Donc, il y a effectivement un enjeu de la sensibilisation. Pour répondre à votre question, je pense que la première des choses, c'est de regarder les faits. Il y a un certain nombre de chiffres, il y a un certain nombre de données scientifiques, ce que je m'attache à faire là avec vous dans ce questionnaire, qui font foi ou qui sont dignes de confiance et d'intérêt. Donc, la première des choses à faire, c'est de regarder qu'est-ce que ça signifie l'alimentation en termes d'impact. Et après, de proposer une palette de solutions qui soit accessible à tous. C'est important. En évitant des postures, effectivement, comme vous l'évoquez, qui peuvent être clivantes et qui peuvent être culpabilisantes. Mais je pense que la première étape, c'est d'ouvrir le dialogue. Donc, à nouveau, quand un territoire se saisit de cette question-là et choisit d'avancer sur un projet alimentaire de territoire, c'est un très bon moyen de regarder où on en est et comment est-ce qu'on peut avancer pour solutionner tout ça. Les cours de cuisine, ça fait partie des actions de sensibilisation. Un très bon levier aussi, et notamment à l'échelle territoriale, c'est d'organiser des visites de ferme. Alors, il y a des choses qui existent. Hein. Je pense notamment au réseau Bienvenue à la ferme ou aux journées portes ouvertes qui sont organisées dans des fermes. Mais reconnecter le monde français qui devient de plus en plus urbain, de plus en plus déconnecté des enjeux agricoles, c'est vraiment un enjeu important pour avancer sur ces questions alimentaires. Merci. Je te laisse du coup poursuivre. Il y en a dans le chat des idées de livres à consulter ou d'ouvrages à consulter pour ceux qui s'intéressent pour des régimes plus alimentaires, plus végétariens, qui s'intéressent à toutes les questions autour de l'alimentation. Donc, n'hésitez pas à regarder et à prendre les bonnes idées qui sont données dans le chat également. Je vais te laisser reprendre du coup la dernière partie du quiz qui a plus trait à l'économie et qui va potentiellement amener des premiers éléments de réflexion sur des possibles solutions. Et après, on reprendra d'autres questions. Merci. OK. Alors, question numéro 6. À votre avis, est-ce que la distribution, donc les grandes et moyennes surfaces, est le principal secteur responsable du gaspillage alimentaire en France? Est-ce que ça vous paraît vrai ou est-ce que ça vous paraît faux? Donc, la réponse est que c'est faux. Et là, la répartition du gaspillage alimentaire, c'est assez simple. En gros, vous avez les pertes au champ, donc c'est 36%. Alors, on va dire que c'est 33%. Donc, ça veut dire que c'est un tiers au champ, un tiers après récolte, donc dans les processus de transformation et distribution, et un dernier tiers dans les pertes à la maison, c'est-à-dire ce dont nous, consommateurs, on est responsable. Donc ça, c'est une étude dont je vous ai mis le lien qui vous sera transmis avec le diaporama, qui a été menée par l'ADEME en 2006, à laquelle on a contribué à Solagro avec d'autres. Donc c'est intéressant de comprendre ça, c'est-à-dire que le gaspillage alimentaire,
Vous savez, on entend souvent que la FAO, le chiffre de la FAO qui dit qu'un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée. Donc, quand on regarde où a lieu ce gaspillage alimentaire, en France, on a un tiers qui se fait par l'agriculture, donc des pertes au champ, des écarts de récolte, des productions qui ne sont pas récoltées, etc., etc. Ensuite, il y a un tiers qui se fait dans le post-récolte, donc avant notre assiette, via la transformation agroalimentaire et la distribution. Donc, dans la transformation, à nouveau, il y a des écarts de tri, il y a des pertes, il y a des processus industriels qui font qu'il y a du gaspillage. Et puis, dans la distribution, on le sait, hein, jette des produits quand ils sont périmés ou quand ils n'ont pas la qualité esthétique requise. Et enfin, le dernier tiers sur lequel on peut agir en tant que citoyen, c'est les pertes à la maison qui sont liées au fait qu'on achète trop de nourriture par rapport à ce qu'on est capable de manger dans le délai, que donc il y a des productions qui vont périmer, qu'on a un peu perdu les habitudes de nos aïeux de cuisiner les restes, etc. etc. Donc, il y a du gaspillage aussi chez nous. Tout ça, ça représente 10 millions de tonnes de nourriture consommable qui sont gaspillées en France chaque année. Et 10 millions de tonnes de nourriture consommable, ça veut dire 150 kilos par Français et par an. Donc, vous voyez que c'est énorme. Donc, 150 kilos, c'est sur l'ensemble de la chaîne de valeur, hein, du champ jusqu'à l'assiette. Ça représente une valeur commerciale théorique de 16 milliards d'euros. Donc, on peut en faire des choses avec 16 milliards d'euros. Mais si on le rapporte à la population, ça veut dire quand même 160 euros ou 159 euros par Français. Donc, si on travaille à la sensibilisation, à la réduction du gaspillage alimentaire, en fait, on dégage des marges budgétaires qui permettent, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, de consommer davantage de produits locaux et de produits de qualité. Et enfin, parce qu'on est toujours dans cet exercice du plan climat, 10 millions de tonnes de nourriture gaspillée, c'est l'équivalent de 15 millions de tonnes équivalent CO2. Et donc, ça représente tout de même 3% de l'ensemble des émissions nationales. Et donc, la France agit s'est fixé une feuille de route là-dessus, avec un objectif de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Donc, c'est quand même pas un petit sujet. Question 7. Quelle est la part des circuits courts alimentaires dans le marché alimentaire français? Donc, on entend beaucoup parler des AMAP, des systèmes de panier, des magasins de producteurs. Mais si on prend du recul et qu'on se demande où a lieu la consommation alimentaire des Français, à votre avis, est-ce que les circuits courts alimentaires, c'est 6, 12 ou 18%? Je vois qu'il y a des gens qui commencent à répondre dans le chat. C'est une autre manière de fonctionner, ça marche bien. Ça me permet de voir où vous en êtes. Et je vois que vous êtes plutôt affûté sur cette question, avec une majorité de 6. Donc, c'est la bonne réponse. Hein, c'est 6% du marché alimentaire du marché alimentaire qui a lieu qui est fait dans les circuits courts. Et vous voyez le poids prépondérant des grandes et moyennes surfaces dans leurs différentes formes, hein, hyper, super, hard discount, qui représentent presque 70%. Donc ça, à nouveau, c'est un fait, on le regarde et après, on peut se dire si ça nous plaît, si ça ne nous plaît pas, si on veut agir différemment. Une autre manière de représenter les choses, ça c'est un petit schéma qui a été produit par nos camarades des greniers d'abondance, c'est de se dire que de la fourche à la fourchette, on a en amont 436 000 exploitations agricoles. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer les derniers chiffres du recensement de l'agriculture, c'est encore un peu en diminution, mais retenons 400 000 exploitations agricoles. Ensuite, on a des entreprises agroalimentaires qui sont tout à fait légitimes et utiles, qui vont transformer cette production alimentaire brut en des produits transformés. Et on estime qu'il y a 300 entreprises agroalimentaires qui concentrent 95% en valeur du marché alimentaire. Donc 400 000 exploitations agricoles, 300 entreprises de transformation agroalimentaire et 6 centrales d'achat, donc les fameuses centrales d'achat de nos chaînes de grande distribution, qui, elles, concentrent 92% du marché avec Auchan, Carrefour, Casino, Intermarché, Leclerc, Système U, etc. Vous les connaissez. Et donc, il y a ce fonctionnement en centrale d'achat qui, c'est le propos de ce schéma qui représente un espèce de goulot d'étranglement qui nous sépare, nous, consommateurs, de la production agricole en amont. Et donc ça dit quelque chose de l'organisation de notre système alimentaire. Et quand on réfléchit
à l'échelle d'une collectivité locale à la manière dont on souhaite agir sur l'alimentation du territoire, il va falloir agir sur cet ensemble d'acteurs, à la fois sur la production agricole, à l'autre bout de la chaîne sur les consommateurs et leur comportement alimentaire, la demande alimentaire, etc. Mais aussi, il va falloir travailler avec l'écosystème de la transformation agroalimentaire et aussi avec les centrales, avec la diversité des modes de distribution de l'alimentation. Mais on ne va pas pouvoir se contenter de développer des circuits courts et des AMAP, même si ce sera utile et nécessaire. Toujours sur l'économie, d'après vous, sur 100 € de dépenses alimentaires, combien revient aux agriculteurs, directement dans la poche des agriculteurs? C'est-à-dire que je vais au marché ce week-end, je dépense 100 € pour me nourrir. Combien revient dans la poche des agriculteurs? Est-ce que c'est 6,5? Est-ce que c'est 33? Ou est-ce que c'est 65? OK. Vous êtes assez constant sur le 6,5 €. C'est la bonne réponse. Alors, j'allais dire c'est malheureusement la bonne réponse, parce qu'effectivement, il s'agit de regarder les chiffres, mais quand même, là, ça pose des questions. Donc ça, c'est des données qui sont issues de France Agrimaire. Vous savez que depuis plusieurs années déjà, et même avant la loi Egalim, donc, issue des États généraux de l'alimentation, l'État a chargé un organisme qui s'appelle France Agrimaire de réaliser un observatoire des prix et des marges, notamment dans les fameuses négociations de la grande distribution avec le monde agricole et le monde agroalimentaire. Et donc cet observatoire des prix et des marges, il estime que sur 100 € de dépenses alimentaires, en moyenne, quand on a déduit des importations, ce qui revient aux agriculteurs, dont le secteur de la pêche inclus, c'est 6,5 €. Après, il y a l'équivalent de 11 € qui va dans l'agroalimentaire, 3 € dans autres industries, donc là, ça peut être du transport, la production d'emballage, etc. 13 € dans les services de la restauration, donc restauration collective, restauration commerciale. Il y a 14 € qui sont dans des services, donc là, c'est de la publicité, du marketing, des relations publiques, des achats, etc. 15 € qui sont liés au commerce, donc à la distribution, et puis des taxes et des impôts, ce qui est bien normal dans une société. Mais voilà. Donc ça, c'est une vision statique. Je ne l'ai pas mis là, mais si on regarde la courbe, vous l'avez peut-être déjà vu, entre l'augmentation du volume de la production agricole et la diminution du prix qui revient, enfin de ce qui revient aux agriculteurs. Malheureusement, on est sur une tendance qui est à la baisse depuis longtemps, et en tout cas fortement depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est une constante. Donc c'est-à-dire que la rémunération de l'agriculture française, elle est en baisse. Et une dernière question, qui est une question un peu provocatrice pour ouvrir le débat. Donc c'est une affirmation d'ailleurs. Face aux 9 milliards d'euros de la politique agricole commune, une collectivité locale ne peut pas faire grand-chose pour l'agriculture. 9 milliards d'euros, c'est ce que la France reçoit annuellement de subventions à l'agriculture via la fameuse politique agricole commune. Et donc, est-ce qu'il vous semble que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bon, vous avez l'air d'être d'accord entre vous déjà. Et en plus, de mon point de vue, vous avez raison. C'est faux. 9 milliards d'euros, c'est énorme et ça structure, ça oriente très très fortement l'évolution de l'agriculture française. Néanmoins, les collectivités locales ont un rôle à jouer et il y a différentes choses qui peuvent être faites. Alors, par exemple, s'engager dans l'élaboration d'un projet alimentaire de territoire, donc c'est ce que vous allez faire sur Arles-Isère. En gros, c'est une stratégie agricole, c'est-à-dire se dire, moi, en tant que collectivité locale, nous, en tant que territoire, quelle est notre ambition sur le sujet agricole et alimentaire? Après, il y a différentes choses qu'on peut faire. Donc, le soutien aux initiatives de circuits courts. Donc, historiquement, il y a les marchés de plein vent. Qui sont les personnes qui vendent sur le marché? Est-ce que ce sont des revendeurs? Est-ce que ce sont des agriculteurs de mon territoire? À quel moment j'organise le marché pour qu'il rencontre la demande des consommateurs? Est-ce que le marché du jeudi matin, il est toujours bien pertinent? Ou est-ce qu'il faut le maintenir, mais développer un marché en soirée? Voilà, c'est des questions qui se posent. Le soutien aux AMAP, donc les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, le soutien à différentes formes de circuits courts, des magasins de producteurs, etc. etc. Une collectivité locale peut se mêler, et je dirais même doit se mêler, des questions d'installation de transmission. Comment est-ce qu'on accompagne les départs à la retraite des agriculteurs? Vous savez qu'en France, on estime qu'il y a un agriculteur sur 2 qui va partir à la retraite dans moins de 10 ans, et ils sont très très peu nombreux à avoir un repreneur identifié. Donc il y a un enjeu majeur du renouvellement des générations en agriculture, avec un enjeu aussi d'accompagner la
transmission des fermes, parce qu'il y a un certain nombre de fermes, je pense notamment aux fermes de taille importante en élevage, qui sont des fermes avec une forte capitalisation, et la question de la transmissibilité de ces fermes, elle se pose. Et l'installation, c'est nous, en tant que territoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner l'installation en agriculture? Il y a des dispositifs qui existent, il y a des aides qui existent, les chambres d'agriculture sont actives sur ce sujet-là. Néanmoins, on peut, en tant que collectivité locale, s'impliquer sur ce sujet. Les outils de transformation, on l'a vu, c'est nécessaire pour un certain nombre de productions. On ne mange pas que des fruits et légumes bruts. Et donc, les outils de transformation, est-ce qu'on en a suffisamment sur le territoire pour contribuer à cet effort de relocalisation de l'alimentation, relocalisation de la consommation locale? On a besoin de transformer du blé en farine pour que des boulangers locaux puissent transformer, valoriser des blés locaux. On a besoin de produire des jus de fruits, des confitures. On a besoin de faire de la transformation de viande, de fromage. Et donc, au titre des compétences en développement économique, une collectivité locale peut tout à fait se mêler de ces outils de transformation, soutenir, accompagner. Les ZAP et les PAEN, donc les ZAP, c'est les zones agricoles protégées. Les PAEN, c'est un peu comme les PENAP, ce sont des périmètres de protection des espaces agricoles ou naturels d'intérêt. Donc en fait, tout ça, ça revient à la question du foncier. Vous êtes sur un territoire qui est contraint, avec un relief important, et puis des espaces agricoles dans les vallées qui sont en contrainte avec le développement économique, avec la progression de la population, avec des enjeux de développement d'infrastructures ou de zones d'activité, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ce foncier agricole? Comment est-ce qu'on préserve les terres agricoles dont on a besoin pour nourrir notre population, sachant que la population augmente, sachant que les rendements stagnent un peu, que le dérèglement climatique s'accentue et donc il va impacter nos rendements? C'est important de préserver cette capacité nourricière du territoire. Et donc là-dessus, une collectivité locale, elle peut, et elle a des outils et elle peut s'impliquer. C'est non exhaustif, mais c'est pour illustrer un peu différents leviers d'action, différentes manières selon lesquelles une collectivité locale peut s'impliquer sur ces sujets. Du coup, on est arrivé à la dernière question, la 9e. Je te propose, en fait, pour qu'on se voit un peu tous, que tu enlèves ta présentation et que c'est quand même sympa de se voir un peu, et qu'on reprenne un peu. Il y a eu pas mal de réactions sur cette dernière partie, notamment liées autour du gaspillage alimentaire. Je vais essayer de revenir sur quelques réactions et quelques questions. Il y a eu des questions sur, notamment, est-ce qu'il existe des législations sur le gaspillage alimentaire et est-ce que la malbouffe contribue au gaspillage alimentaire? Et est-ce que aussi les dates des DLUO, les dates de péremption, contribuent à augmenter le gaspillage alimentaire? Donc ça, c'était les premières vagues de questions, peut-être. Alors, sur le gaspillage alimentaire, je ne suis pas hyper sûr de moi en termes de contraintes notamment sur les collectivités locales. Je sais qu'il y a des réglementations qui s'imposent à la grande distribution. Notamment, vous avez entendu parler récemment du fait qu'il y a une partie des invendus qui peuvent être donnés à l'aide alimentaire, type banque alimentaire, etc. Par contre, via la loi Egalim des États généraux de l'alimentation, il y a des obligations qui sont faites aux collectivités locales sur la gestion du gaspillage alimentaire en restauration collective. Voilà. La question sur les DLUO, qu'est-ce que c'était, Dorothée? Est-ce que justement cette notion de DLUO qu'on a posée sur pas mal de produits ne contribue pas au gaspillage alimentaire, dans le sens où, en fait, à partir du moment où la DLUO est passée, on jette, alors que peut-être que des fois, on pourrait peut-être garder des produits et les consommer encore, typiquement les yaourts, quoi. Alors, réponse courte, oui. Effectivement, ça joue pas mal. Pour compléter ce que tu disais par rapport à la législation, on a effectivement pas mal de lois aussi qui sont passées dans le cadre d'Egalim sur la restauration collective, avec une demande de travailler sur le gaspillage alimentaire, une réflexion à mener là-dessus, et des obligations, par exemple, pour des cantines qui font de mémoire plus de 3000 couverts par jour, de mettre en place des conventions avec des organismes type la banque alimentaire de distribution de dons, en fait. Donc, il y a des choses qui se mettent en place petit à petit, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, effectivement. Peut-être une question, en fait, dans le chat aussi, dans notre repas fictif de ce jour, raclette savoyarde avec charcuterie locale, puis gâteau aux noix de l'Isère ou risotto d'Italie aux asperges et glace aux fruits de la passion, quel est le plus dommageable? Circuit court versus produit vertueux.
Dorothée, en tout cas, ça donne envie, hein. Alors, c'est une très bonne réponse, Julie, parce que l'alimentation, là, on est dans un plan climat, donc évidemment, on évoque les impacts de l'agriculture et de l'alimentation, mais l'alimentation, c'est aussi, et ça, c'est un truc qu'on défend à Solagro, c'est aussi de la convivialité. C'est recevoir des amis et offrir un repas et faire un petit excès de temps en temps, ça fait partie du plaisir. C'est comme l'alcool. L'alcool, ça pose un problème de santé publique. Néanmoins, offrir une bouteille de vin qu'on partage avec des amis, c'est fondamental. Et donc l'alimentation, ça renvoie aussi à des enjeux de convivialité, ça renvoie à des enjeux culturels, à des enjeux de terroir. Et derrière les terroirs, il y a aussi les paysages. Quel paysage on veut préserver? Donc, oui, dans l'alimentation, il y a des choses qui sont complètement contradictoires. Et nous, consommateurs, on est capable d'être un petit peu schizophrène entre le samedi matin, aller au marché et s'acheter un poulet fermier en direct du producteur. On prend plaisir à discuter avec lui. On va passer 1h30 à préparer un repas pour la famille. Et puis dans la semaine, on travaille, on a des contraintes familiales et on court. Et on va être capable d'aller acheter des produits préparés, emballés dans du plastique. Je suis en déplacement à la gare, je mange un mauvais sandwich. Voilà, donc on est nous-mêmes contradictoires. Donc, je ne peux pas répondre comme ça à la question sur les impacts environnementaux, mais il y a aussi, l'alimentation, on ne l'a pas évoqué, mais c'est souvent une question qui revient et que j'entends un peu derrière votre question, c'est est-ce qu'il vaut mieux manger local ou des produits d'importation? Est-ce qu'il vaut mieux du bio local ou alors du bio qui vient de loin ou alors du local avec des pesticides? Enfin, il n'y a pas de bonne réponse là-dessus. Chacun peut avoir sa vision des choses. Et il faut concilier, trouver l'équilibre qui est bon pour soi. Après, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont majeures. Je pense par exemple sur les protéines animales, pour y revenir, on l'a vu, l'impact climatique, l'empreinte climat des protéines animales. On peut écouter ce que disent les médecins et les nutritionnistes sur les enjeux sur la santé, en nous disant qu'on est en surconsommation et qu'on gagnerait des années de vie en bonne santé si on réduisait ces surconsommations. Donc ça peut nous inciter à réduire notre consommation de protéines animales. Et d'ailleurs, structurellement, quand on regarde la consommation des Français, ce qui est réellement à gérer, on voit qu'il y a une diminution structurelle de cette consommation des protéines animales. Après, il faut regarder d'où viennent ces protéines animales, par quel mode d'élevage elles sont produites. Et du coup, discriminer dans les modes d'élevage ceux qui pourraient être jugés comme étant vertueux, importants à accompagner, à soutenir, et ceux qui seraient dommageables. Donc, par exemple, vous êtes sur un territoire d'alpage, si on arrête l'élevage ou si on n'accompagne pas l'élevage sur vos territoires d'alpage, vous savez ce qui se passe. Il y a une fermeture du paysage, disparition de l'activité agricole, ça veut dire la forêt qui gagne du terrain et des espaces qui se ferment, des paysages qui disparaissent. Et vos montagnes, c'est aussi un espace de loisirs, un espace de tourisme. Donc, maintenir une activité agricole sur des alpages, c'est cohérent. C'est cohérent aussi parce qu'on l'a vu, il y a l'enjeu, il n'y a pas que le climat, il y a aussi l'enjeu de biodiversité. Et les prairies, c'est un écosystème très particulier avec une biodiversité qui est spécifique, qu'on ne va pas retrouver dans la magnifique forêt d'à côté. Donc, les deux sont à concilier. Voilà. Et par contre, peut-être que des élevages de porcs en batterie en Bretagne, nourris avec du soja transgénique à déforester la forêt amazonienne, peut-être que ça, il serait bien qu'on arrête de le subventionner. Il y a encore énormément de questions dans le chat qui sont très, très intéressantes. Alors, je vais répondre de manière plus concise. Je vais en prendre une toute dernière, mais qui est importante, je trouve. C'est quelle est la part décisionnelle des habitants par rapport aux élus sur le choix de la politique agricole en termes de décision? Et en fait, cette question-là, elle est fondamentale, et notamment dans le cadre de la construction de notre futur PAT. Les habitants ont tout leur rôle à jouer en participant à toutes les manifestations qu'on va essayer de mettre en place en courant 2022-2023 pour construire ensemble le projet alimentaire du territoire de demain. Et c'est là que il me semble qu'il y a une part des décisionnels qui peut être donné, qui peut être pris là. Après, peut-être que si tu veux compléter, Antoine, toi aussi, mais il y a plein d'endroits où vous pouvez agir. Vous pouvez agir au niveau de, en allant voir vos élus et en faisant remonter vos préoccupations par rapport à la politique agricole. Enfin, il y a plusieurs voies, quoi. Mais à très court terme, pour faire le lien, pour
pour tendre une perche à Julie, à très court terme, ce que vous pouvez faire, c'est participer à la sollicitation qui vous est proposée là, sur le plan climat, lire le diagnostic, lire la stratégie et les actions qui sont proposées par le territoire via le plan climat et vous positionner. Selon vous, par rapport à ce qui est proposé, qu'est-ce que vous aimeriez faire plus, faire moins, faire différemment? Ça, c'est la première étape. Le pouvoir après, l'impact des habitants sur leurs élus, oui, c'est une bonne question. Je dirais que ça dépend il y a différentes manières de faire un projet alimentaire de territoire, avec plus ou moins de concertation, plus ou moins de temps d'interface avec les citoyens. Donc, ça, c'est peut-être un petit point de vigilance pour la suite de la démarche. Après, c'est pas facile de mobiliser les citoyens. On a souvent, je dis ça d'expérience parce que nous, on accompagne des collectivités locales sur différents projets de transition, des plans climat, des PAT. Des fois, les élus sont aussi, à l'inverse, je renvoie la balle aux citoyens, des fois, les élus sont déçus parce qu'on a fait une concertation, on a fait une conférence, etc. Puis on a vu les 4 citoyens qu'on connaît parce qu'ils sont présidents d'associations, ils sont impliqués, ce qu'on appelle des citoyens professionnels dans le jargon. Et on a du mal à toucher tout le monde. Donc ça, c'est pas évident. Donc il faut que les citoyens aussi se mobilisent. Ça dépend de la manière dont on leur propose des lieux et des rendez-vous, quoi. Donc c'est un peu un point de vigilance. Mais je pense que pour un projet alimentaire de territoire qui soit réussi, la capacité à passer de l'information aux citoyens, à prendre en compte leur point de vue, c'est fondamental, c'est déterminant. Après, on est dans une démocratie locale où il y a des gens qui sont élus et c'est eux qui, en dernier recours, sont légitimes pour arbitrer et prendre les orientations. Donc ça, c'est normal. Néanmoins, avant ça, il y a tout un travail qui peut être fait avec les citoyens. Si je peux rebondir sur la dernière intervention là, donc je suis président du Conseil de développement territorial d'Arles-Isère et le but du Conseil de développement, c'est exactement ça, hein, c'est de réunir les citoyens, la société civile, pour faire des propositions aux élus et donc j'invite les gens qui nous écoutent, s'ils souhaitent participer davantage à l'action des citoyens et de la société civile, à venir rejoindre le Conseil de développement. Un des moyens les plus simples pour nous rejoindre, c'est d'envoyer un petit mail à CDT, hein, comme Conseil de développement territorial, cdt@arlisère.fr. Et puis, après, on prendra contact. Mais on voudrait essayer de relancer un peu notre Conseil de développement qui a été bien mis à mal pendant toute la période de restrictions sanitaires. Voilà. Merci Patrick. Je tiens quand même à préciser, malheureusement l'heure est déjà passée, mais je tiens à préciser qu'il y a eu énormément de questions que l'on n'a pas répondu et qu'on va, comme le disait Julie, toutes les reprendre et on va tâcher d'y répondre et mettre en ligne, publier en ligne les réponses. Donc voilà, on essaiera quand même de répondre à toutes vos questions et je laisse peut-être Julie faire faire la conclusion par rapport à ce PCAET, parce que c'est bien là l'objet aujourd'hui de cette première réunion, quoi. Deuxième réunion, pardon. Alors, moi, je vous ai juste partagé le nuage de mots qu'on a co-construit tous ensemble. C'est la première étape, on va dire, vers une co-construction. Je voulais remercier Antoine aussi pour la qualité de l'intervention. C'était vraiment un super bon moment. Voilà. Je vous invite au prochain rendez-vous. Alors, je ne sais pas si j'ose le dire, mais ce sera un petit Paris-Brest. Donc, pour les plus gourmands, je ne tease rien du tout. Mais en tout cas, mardi prochain, soyez nombreux avec nous. Voilà. Et puis, le 10 février, donc le jeudi, on aura aussi un petit temps sur le sol à la cuillère. Voilà, je voulais aussi vous dire que vous pouvez poser vos questions sur l'adresse mail qu'on a créée exprès pour le plan climat, donc pcaet@arlisère.fr. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été si nombreux encore aujourd'hui à partager ce moment avec nous. Sachez que nous, en tout cas, les équipes d'Arlisère, ça nous donne vraiment beaucoup de motivation et d'énergie
pour proposer d'autres temps d'échange hors plan climat. Donc, comme l'a dit Dorothée, vous serez amenés à travailler sur le PAT. C'est vrai que nous aussi, en tant que service d'Arts Isère, quand on sent derrière nous une mobilisation et une envie, ça nous donne envie d'aller encore plus haut et d'être encore plus forts tous ensemble. Donc voilà, je finirai là-dessus. Et puis, je vous souhaite une belle après-midi à tous. Merci beaucoup. Merci.